va? Parfait. Alors, nous allons enregistrer la conférence ce midi pour ainsi la mettre accessible sur le Facebook, Annick? Oui. Ouais, ben en fait, minimalement, elle va être disponible sur le site web là, du Critère D'accord. en santé. Puis Parfait. pour le reste, peut-être éventuellement Facebook, là, ça sera à voir. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Joanna Bonjour. Montsoublin et moi-même, Marie-Josée Saint-Pierre, sommes bien heureuses de vous accueillir à notre conférence 30 minutes top chrono pour vous partager nos expériences et expertises qui sont en lien, bien sûr, avec le groupe de recherche transdisciplinaire LORUCOR. Mais bien évidemment, on a voulu en faire une conférence la plus interactive possible dans le contexte là, de téléconférence. Donc, le titre, dis-moi comment tu te perçois et je te dirai comment tu t'alimentes. Donc, toute l'expertise au niveau de la santé alimentaire et de la santé corporelle qu'on va discuter aujourd'hui. Étant donné que c'est effectivement enregistré, vous nous ferez signe hein, si jamais pour vous c'est un inconvénient là, que cet enregistrement-là se retrouve sur le site web. Donc, juste nous faire part dans le chat à Annick Leblanc directement parce que c'est elle qui va le déposer sur le site web. Donc, je vous invite dès maintenant à mettre votre caméra. Vous allez voir, on va avoir besoin de vous voir pour faire l'exercice qu'on vous a mis en place pour pouvoir mettre la table sur la conférence. Donc, pour commencer, Joanna, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de commencer? Ça va? Donc, bien évidemment, quand on parle de santé alimentaire, on parle souvent de menus, de repas, d'alimentation qui veut dire boire et manger pour nous, vous allez voir. Donc, on vous offre une dégustation en 3 services. Donc, l'entrée, on va revenir sur certaines activités de l'UQTR, même si, de l'UQTR en santé, même si vous n'avez pas participé, on va vous contextualiser les activités et on va également y donner sens pour n'importe quelle activité que vous mettez en place là, dans votre quotidien, des occupations. Alors, pour le plat, on va vraiment expérimenter la perception. Donc, on fait un exercice avec vous. Et par la suite, le dessert, on veut comprendre qu'est-ce que la place de la perception en alimentation. Donc, bonne dégustation à vous toutes et tous. Donc, comme entrée, donc, revenir sur les ateliers. Donc, je ne sais pas s'il y a certaines personnes d'entre vous, et vous pouvez à main levée nous le dire, si vous avez participé au vélo smoothies, qui était dans la semaine 1 des activités du QTR en santé. En passant, il y a Annick Leblanc qui est sur le comité du QTR en santé et je suis également sur le comité UQTR en santé. Donc, l'objectif, hein, vous avez vu dans l'UQTR en santé, c'était autant d'aborder la santé physique que la santé mentale qu'on aborde sous l'angle de la santé intégrée au LORUCOR. Donc, ce qu'on pouvait faire dans cette activité-là du vélo smoothie, c'est de venir expérimenter le mélange de son smoothie, mais de différentes façons. C'est-à-dire qu'on pouvait le faire dans une expérience. Et là, pensez pour les gens qui n'ont pas fait le vélo smoothie à toute autre activité ou occupation de votre 24 heures où vous expérimentez cette occupation-là, mais en vous centrant sur la performance. Donc, peu importe comment votre corps va, comment votre tête va, tout ce qu'il faut, c'est, pour le vélo smoothie, c'est qu'il fallait pédaler pour avoir le smoothie, donc atteindre l'objectif. C'est la performance avant tout. Donc, c'est une façon de mobiliser son corps axée sur la performance. Il y avait une expérience 2 qui était davantage de mobiliser son corps dans l'espace et dans le temps, mais en profitant du moment présent. C'est-à-dire que certaines personnes ont même fermé les yeux en pédalant pour faire le smoothie en disant, ben, je prends conscience de mes mouvements, je prends conscience des odeurs, des bruits autour, donc je vis pleinement le moment. Oui, je veux un smoothie, donc je me concentre à pédaler,
parce que j'ai un objectif, mais je le vis pleinement, cette occupation. Et l'expérience 3 est davantage en lien avec le fait que, bien, quand on fait une occupation, comme le vélo smoothie, puis qu'on ressent dans notre corps de la douleur ou une sensation inconfortable, est-ce que je vais continuer à faire cette occupation pour atteindre l'objectif ou je vais davantage être à l'écoute de cette sensation? Et ici, on invitait les gens à arrêter de pédaler pour peut-être donner la main à quelqu'un d'autre pour arriver à atteindre l'objectif, mais tout ça dans l'objectif d'écouter son corps. Donc, on avait un volet plus de ce qu'on appelle le mouvement intuitif en 3 temps. Par la suite, on a regardé plus l'alimentation intuitive. Donc, l'alimentation intuitive, c'est d'être à l'écoute de certains signaux de faim physiologique, c'est-à-dire de notre estomac. Donc, est-ce que je mange parce que mon corps me donne des informations qui me disent j'ai besoin d'être alimenté ou je regarde plus à travers les yeux, à travers les senteurs, à travers même l'ouïe, à travers les différents sens et je fais des choix en lien avec ça. Donc, lors de l'activité du vélo smoothie, ben, on pouvait avoir envie de la fraise pour sa couleur, on pouvait avoir le goût de la mangue pour sa sensation. Donc, c'est dans ce sens-là aussi qu'on avait fait l'activité du vélo smoothie. C'est en se centrant sur ce que notre corps nous raconte au niveau de la faim. Donc, il y a effectivement, vous allez donc pouvoir avoir accès à ces affiches-là via l'enregistrement. Vous allez pouvoir voir comment on peut effectivement, lors d'un repas ou lors d'une collation, d'être centré davantage sur les différents sens et à l'écoute de notre corps. Donc, c'était vraiment bon l'entrée pour vous dire où on part dans cette conférence-là pour vous amener tranquillement avec le lien du titre. Hein, dis-moi comment tu te perçois et je te dirai comment tu t'alimentes. Donc, on va mettre la table sur la perception. Donc, on va faire un exercice avec vous pour voir quelle est la place de la perception dans la vie des personnes au quotidien. La consigne avant. Donc, c'est là que j'ai besoin, effectivement, que vous ouvrez votre caméra, car je vais vous demander de lever la main maintenant. Et lorsqu'on va vous montrer des images, lorsque vous verrez 2 façons de voir l'image, vous pourrez baisser la main. OK? Donc, vous allez voir, pour chacune des images, on peut voir 2 éléments dans l'image. Donc, on lève la main, tout le monde, vous levez la main. Lorsque vous voyez 2 éléments dans l'image ou 2 façons de voir l'image, j'ai levé la main de 2 façons. Donc, vous baissez la main. Donc, lorsque vous voyez les 2 images, vous baissez la main. Alors ici, je ne sais pas s'il y a une personne qui veut nous dire qu'est-ce qu'elle a vu à travers les images. Sophie, tu avais baissé la main rapidement. Donc, qu'est-ce que tu as vu dans l'image? Ben, je suis pas trop sûre. Ben, on voit un cœur dans l'arbre, si on peut dire. OK. OK. Puis, ben, le paysage. OK. Ben, c'est effectivement, vous voyez le paysage dans son entièreté. Hein. On voit le paysage avec ici le couple qui regarde l'eau. Mais on a ici seulement le cœur. On a le corps au complet. Alors, vous voyez le fœtus ici. Je ne sais pas si vous voyez avec ma souris, avec les petits bras ici. Hein. Donc, il y a un fœtus également. Alors, qu'est-ce que ça raconte de voir cette image-là en voyant 2 aspects de l'image? C'est qu'il peut y avoir beaucoup d'informations qui sont devant nous. Et là, il faut faire des choix dans ces informations-là. Et ça peut être dans la même chose avec la santé alimentaire, dans le contenu de notre assiette ou dans d'autres aspects de notre corps également. On continue, on lève la main pour la prochaine. Alors là,
lorsque vous voyez les deux images, et je vais t'inviter, Johanna, à donner la rétroaction pour celui-là, vous baissez la main lorsque vous avez vu. Alors, Annick, tu n'as pas encore vu les images. Voilà, voilà. Si je fais ça avec le petit mouvement de balancier, gauche, droite, gauche, est-ce que ça t'aide? Alors, la personne qui l'avait vu, je ne sais pas, Madame Julien, est-ce que vous l'avez vu? Non, vous faites signe que non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait vu? Oui, c'est un Nathalie, canard. Martin Marchand? Oui, allez-y. oui, je l'ai vu. C'est un canard puis un lapin, disons. La partie en long, c'est soit les oreilles du lapin, Voilà. donc qui sont vers l'arrière. Oui, Puis le canard, ben, ça se trouve être son bec. effectivement. Alors, Johanna, oui. Verrez derrière cette image, bonjour à toutes, parce que vous êtes toutes aujourd'hui, c'est de vous montrer que selon les cultures, vous savez, selon les cultures, on part de la gauche ou on part de la droite. Donc, quand on fait cette expérience avec, par exemple, des cultures qui ont tendance à écrire dans le sens opposé au nôtre, ça fait une analogie au niveau de la perception de l'alimentation qui reste très culturelle. D'un pays à un autre, un même aliment ne va pas avoir la même perception, on ne va pas avoir la même lisibilité alimentaire d'une culture à l'autre. Là, c'était le petit clin d'œil pour vous montrer que naturellement, on voit tout de suite arriver le canard ou on voit arriver le lapin, tout dépendant du sens de lecture dans lequel on se trouve, et de faire l'analogie avec le fait que la culture est dans l'assiette, au même titre que vous allez voir les perceptions. Voilà. On lève la main à nouveau. D'autres images, voilà. Cette fois-ci, elle va être en deux temps. Je vous montre cette image-là et dans la façon de le regarder, vous pouvez oser bouger en regardant. On peut voir deux images. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez faire, aidez-vous, faire un mouvement. Et lorsque vous voyez, vous baissez la main. Fait qu'ici, pour vous aider, ben là, dans cette image-là, d'emblée, ce qu'on voit, c'est le cheval. Et lorsqu'on inverse, ce qu'on voit, c'est davantage un caporal ou un gendarme. C'est un homme, effectivement. Donc, c'est inversé. Alors ici, le lien qu'on peut faire, c'est dépendamment de l'angle d'analyse ou de la façon de regarder la perspective de l'alimentation, du corps et d'une image, et bien sûr, on va voir différemment. Donc, c'est ce qu'on voulait vous faire un clin d'œil sur les différents angles pour regarder une même image. Dernière, on lève la main. Et celle-là, elle est un petit peu plus connue. On la voit souvent dans certains tests. Lorsque vous voyez les deux images, on baisse. Je vais te laisser aussi, Johanna, donner la rétroaction. Alors, ici, si je demande à une personne, qu'est-ce que vous avez vu comme deux images? Est-ce que je me permets d'aller vers toi, Isabelle? Est-ce que je me permets, Isabelle, d'aller? Est-ce que tu as vu les deux images? Oui, ben, j'ai vu un visage d'une femme puis un homme qui joue un instrument. Là. Je ne vais pas me tromper dans l'instrument. Là. C'est en plein ça, dans le saxophone. Excellent. Johanna. L'analogie, vous voyez, c'est la notion de rempli et de vide. Nos yeux, naturellement, sont amenés à aller voir le vide qui est le blanc ou le noir, au contraire, qui est contracté, qui est le plein. Puis, l'analogie qu'on peut faire dans le domaine de la perception de l'alimentation, c'est que premièrement, les personnes qui vont être particulièrement préoccupées sur le plan alimentaire vont faire une dichotomie alimentaire. Ils vont donc avoir des groupes ou des aliments interdits et pas interdits,
ceux qui sont vus comme anxieux, ceux qui ne sont pas vus comme anxieux. Puis maintenant, on peut refaire la analogie pour le corps. Les corps qui sont arrondis, les corps qui sont plus affinés. Et donc, on est toujours, plus on avance en fait dans la notion de, on va le voir, de troubles perceptuels, corporels ou alimentaires, plus on risque d'avoir ce qu'on appelle l'effet de dichotomisation. On prend une réalité et on la coupe en deux. Et on va naviguer dans cette réalité-là, mais qui est souvent soit normée par la société, parce que la société considère que le corps est fin ou il est plus arrondi, ou encore que les groupes alimentaires sont interdits ou ne le sont pas, soit parce que ça vient de soi-même. Et donc, on est amené à avoir cette forme de, on appelle ça aussi de la rigidité cognitive, pour dire que l'ensemble de la réalité corporelle et la réalité alimentaire ne peut se voir finalement que sur deux aspects. Alors, voilà pour vous démontrer la place de la perception et que ça peut devenir un enjeu dans le quotidien de certaines personnes. Maintenant, comme entrée, on est plus rendu au plat, comprendre la perception. Alors là, je laisse vraiment, là, c'est un volet un peu plus théorique, un peu plus les découvertes qu'on a fait au groupe de recherche Lorica pour vous montrer la place, puis donner tout le sens au titre de la conférence. Alors, Joanna. En fait, on vous donne ce qui s'est passé quand, par exemple, la personne était sur le vélo et elle s'est amusée à pédaler pour monter son smoothie, ou alors la personne qui devait composer son propre smoothie à la lumière des différentes fins. Qu'est-ce que la science nous dit là présentement et qu'est-ce qu'elle nous a particulièrement dit durant le contexte pandémique? Parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais actuellement, la majorité des études scientifiques qui ont été publiées s'accordent à dire que parmi les impacts du confinement pandémique, eh bien, les troubles des conduites alimentaires sont parmi les 5 impacts majeurs, quel que soit le pays, quels que soient les enjeux sociétals. Donc, le Loricorps, avec les personnes que vous voyez d'ailleurs en bas dans la diapositive, ça n'a pas fonctionné, mais vous voyez en fait, bon, moi c'est mon tube en Johanna, mais Marie-Josée Saint-Pierre, l'étudiante Leila Mostafa Kara, la professionnelle de recherche Émy Terrien et le chercheur Rousseau, on a tous travaillé ensemble et on a interrogé des personnes comme vous, comme nous, pour leur demander c'est quoi votre réalité alimentaire et perceptuelle actuelle. Et les résultats ont été très surprenants parce que dans la littérature, on avait tendance à dire, il y a les mangeurs de type pathologique, donc ceux qui sont plutôt vers des formes de troubles des conduites alimentaires. Puis il y a des mangeurs qui, eux, sont pas du tout dans les troubles des conduites alimentaires et qui ont tendance à être très connectés à la façon de manger. Et au milieu de ça, il y avait un certain vide. Je ne sais pas si quelqu'un a le micro ouvert, mais je vous laisse le fermer. Et au milieu de ça, il y avait un certain vide. On ne savait pas trop ce qui se passait. Et quand on a fait le sondage auprès de la population québécoise, on a eu un profil de mangeur qu'on ne connaissait pas. Le profil de mangeur, vous le voyez ici, catégorie 2, profil 2, mangeur aux perceptions incongruentes. Et lui, on l'a vraiment regardé en fonction de ses résultats parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il a de différent de ce qu'on ne retrouvait pas dans la littérature? Eh bien, on s'est aperçu que c'était des hommes et des femmes qui mangeaient en ayant une perception négative de leur image du corps, sans pour autant avoir soit des comportements alimentaires de restriction, soit des comportements alimentaires de suralimentation. Donc, un exemple concret, c'était par exemple monsieur, madame, tout le monde qui nous disait moi, je suis en situation pandémique, j'avais peur de manquer de nourriture, je suis allée faire l'épicerie, j'ai stocké plein de nourriture chez nous, donc j'ai accès à temps complet tout le temps de la nourriture partout chez moi. D'habitude, j'ai pas tout ce stockage de nourriture. Je suis sédentaire parce qu'on m'interdit de sortir. Donc, je me suis peut-être fait chez moi une installation pour pouvoir faire du sport à la maison. Et donc, tout autour de moi, j'ai une préoccupation alimentaire et une préoccupation corporelle que je devais peut-être avoir avant le confinement pandémique, mais que j'ai beaucoup pendant le confinement pandémique. Et en ce moment, quand je suis à la maison et que je prépare à manger pour nous tous, parce qu'on est tous confinés dans le même endroit, au moment où je prépare, au moment où je mange et au moment où je digère, je n'arrête pas de penser à certaines parties de mon corps. Et puis, je continue à réfléchir. Et puis, je m'aperçois que maintenant, je suis en télétravail. Et donc, j'étais pas habituée à voir mon image tous les jours comme ça
en conférence, avec ma collègue en face. Et quand je me regarde en train de faire la réunion, ben, c'est mon visage aussi que je vois, c'est mon corps que je vois. Et donc, à chaque fois que je mange, j'ai en tête l'image, donc dans ce cas de ces mangeurs-là qui étaient plutôt négatifs de moi-même. Et c'est vrai que j'ai pas fait des stratégies pour couper mon alimentation, j'ai pas fait des stratégies pour manger de grandes quantités, mais j'ai peur de le faire. Premièrement, je suis préoccupée à le faire. Et deuxièmement, ben finalement, j'ai de moins en moins de plaisir à pouvoir manger parce que je ne mange pas en fonction de mon intuition, je mange en fonction de mes perceptions. Il est là le breakpoint. Puis si on regarde la diapositive suivante, alors là on est reparti avec d'autres chercheurs. Puis on a essayé donc d'essayer de comprendre, ok, ben, est-ce qu'on peut classer les différents mangeurs en ce moment pendant le confinement pandémique? Ben, vous voyez quand même les pourcentages. On s'aperçoit qu'on avait quand même 14% de la population québécoise qui pourtant ne se déclarait pas avec un trouble des conduites alimentaires, mais qui clairement avait des stratégies soit de se restreindre, c'est-à-dire de moins manger que d'habitude par crainte de prendre du poids, soit au contraire d'avoir beaucoup de nourriture stockée à la maison et d'avoir des moments où il y avait un lâcher-prise total pour manger ou grignoter plusieurs fois dans la journée parce que les personnes étaient sédentaires. On avait pratiquement 58% de ce fameux mangeur-mangeuse perceptuel qu'on n'avait pas trouvé. Et au contraire, on avait des personnes, 30%, qui eux nous ont dit, ben moi pendant la Covid, j'ai plus cuisiné. Je me suis davantage connectée à la préparation alimentaire. Et comme je préparais, on appelle ça le flow de la préparation alimentaire, le flow occupationnel de l'alimentation. Je cuisinais, ça donnait un intérêt, ça éveillait mes sens. J'arrivais à table, je dégustais. J'avais plus de temps pour moi parce que j'étais pas obligée de me déplacer étant donné que mon travail était en téléconférence. Et ensuite, j'étais capable de digérer sans culpabilité. Fort de cette expérience-là, puis on va vous laisser du temps pour les questions, on s'est demandé si on trouvait la même chose avec l'intelligence artificielle. Parce que je vous rappelle qu'on est en 2022 et que l'intelligence artificielle fait toute sa place. Et là, vous voyez, donc ça a marché. Vous voyez maintenant les chercheurs qui sont en jaune. Donc, Youssef Fadji, qui est professeur en mathématiques informatiques et son étudiant, Mahan, Julia Corneau, qui était en postdoctorat, Marie-Josée et moi-même, on a fait la même étude, mais cette fois-ci, là vous avez vu, on a plus de population générale parce qu'on était capable de chercher plus de personnes et on a utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle. Et là, on a été très ravis du résultat parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, avant on avait eu 3 profils, maintenant on avait 7 profils, mais qu'on était capable de regrouper en 4 grandes catégories. Et encore une fois, dans les catégories, vous voyez très clairement, il y a ceux qui ont vraiment des enjeux, on appelle ça des mangeurs dysfonctionnels complètement, c'est-à-dire que clairement, ils vont avoir soit une restriction, soit une suralimentation dans ce qu'ils mangent. On a ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a certaines semaines, ils sont dans ce qu'ils appellent une alimentation régulée, équilibrée, puis d'autres semaines, c'est plus compliqué. À l'extrême opposé, on a les mangeurs fonctionnels, donc ceux pour lesquels ils essayent vraiment de prendre du temps, de se connecter. Ils sont connectés à leurs sensations corporelles, ils sont connectés à leurs sensations de faim, à leurs sensations de soif, à ce qu'on appelle la sensation de rassasiement et de satiété. Je me permets de faire la différence entre les deux. Le rassasiement, c'est quand notre corps nous fait dire qu'on n'a plus faim, alors que la satiété, c'est quand notre corps commence à avoir des douleurs au ventre qui nous fait dire qu'il faut vraiment arrêter. Donc, idéalement, il faut arrêter à manger au niveau du rassasiement. Et encore une fois, nos mangeurs perceptuels. Et là, vous voyez, on s'est amusé à le figurer, à le conceptualiser, avec comme une balance. Vous voyez, vous vous rappelez nos balances quand on allait à l'épicerie et qu'on avait ces balances très, très grosses qui nous permettaient de mettre en fait les aliments. Là, on avait ce qu'on appelle un point de rupture en plein milieu. Et le mangeur perceptuel, il est vraiment là. Perception positive de mon corps, je donne accès à l'intuition, je donne accès à la connexion corporelle et alimentaire. Perception négative de mon corps, voyez mon mouvement dans le continuum, déconnexion de soi, préoccupation corporelle alimentaire, et on va se retrouver avec des enjeux de type dysfonctionnel alimentaire. Et c'est vraiment cette balance, cet équilibre très délicat qu'on peut avoir. Premièrement, rien n'est étatique, tout est dynamique. Ça veut dire qu'entre guillemets, on peut être un mangeur perceptuel positif à certains moments et on peut devenir un mangeur perceptuel négatif à d'autres moments.
L'idée, c'est simplement de s'en rendre compte et de pouvoir instaurer la régulation. Et d'autre part, ça veut dire que quand on observe simplement les comportements, les attitudes alimentaires, sans tenir compte des perceptions, en fait, on passe à côté de la possibilité d'intervenir très précocement sur les enjeux alimentaires. C'est toute la beauté du papier en disant que la pleine conscience, c'est toujours intéressant de le faire, mais il faut le faire dans dans des contextes où la perception corporelle, elle est déjà positive et elle a été menée de façon positive. Et donc, en dernière diapositive, avant de vous céder la parole, bien, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais au moment où on se parle, c'est la Semaine internationale des troubles des comportements alimentaires dans tout le monde, qui est partie initialement en France, pour lequel le Loricor, avec Marie-Josée et moi-même, nous participons. Et cette année, le thème, vous le voyez en bas, c'est troubles des conduites alimentaires et activités physiques, faisant bouger les lignes. Et donc, c'est vraiment le point particulier de savoir si est-ce que la pratique d'activité physique et sportive peut être une médaille à deux faces. À certains moments, ça devient un élément qui nous permet de nous connecter à notre corps. Ça, c'est le mouvement intuitif dont vous a parlé Marie-Josée avec notre première activité pendant le QTR en santé. Ou est-ce que malheureusement, le sport peut devenir une dérive en santé et nous amener à développer des troubles des conduites alimentaires et des troubles perceptuels corporels quand on cherche absolument la performance, soit intrinsèquement, soit dans le milieu compétitif. Donc, si vous voulez nous suivre, au moment où on vous parle, avec le service des communications, nous sommes en train de rédiger un bel article sur ce sujet. Voilà, je pense que j'ai écoulé notre temps. Et puis, en dernière diapositive, n'hésitez pas à nous contacter à loricor@uqtr.ca. Et avec Marie-Josée, on vous a fait un petit clin d'œil parce que vous voyez que c'est une toile de Marie-Josée Roy, diplômée de l'UQTR, artiste peintre internationale, qui utilise énormément le corps caché et le corps dévoilé pour traduire sa réalité d'artiste. On vous remercie. On laisse place aux questions. Effectivement, il reste quelques minutes pour vos questions, vos commentaires. On peut peut-être à cette étape-ci, je ne sais pas, on peut arrêter l'enregistrement pour que vous soyez peut-être plus libre de poser vos questions. Je te laisse, Annick, le faire. Voilà.